Notre invité ce matin, Jean-Luc Mélenchon. Jean-Luc Mélenchon, bonjour. Bonjour. Vous êtes le principal opposant maintenant au pouvoir en place. Principal, franchement. je sais pas. Mais opposant, c'est sûr. Parce que, voyez-vous, M. Bourdin, il s'est quand même passé une chose assez étrange hier. Alors, tous ces gens, il y a 311 de la majorité. Bon, bah, ils sont cohérents, ils se lèvent, ils s'assoient en cadence et ils applaudissent. Ils ont un côté, comment dire, intéressant, comme les gens de la majorité. Oui, des nouveaux visages d'ailleurs, nouvelles têtes. Oui, ça parle facilement, on va voir. Moi, je fais le pari que je peux arriver à en convaincre en cours de route. Alors ici, sur un amendement, là-bas, sur... Oui. Ça, c'est pas le problème. Nous, on est un groupe, aucun membre n'a voté la confiance. Mais, quand même... Qu'est-ce que c'est que cette opposition, les Républicains? Le président, Christian Jacob, remue bras et jambes pour dire « c'est nous l'opposition, c'est une horreur, on m'a volé mon siège de questeur ». Bon, personne ne comprend ce que c'est que ce siège de questeur, mais peu importe. Et puis au moment du vote, il fait un discours méchant comme une gale. Il tape, monsieur le Premier ministre, et puis à la fin, tchouf, les 3/4 du groupe s'abstient, dont lui. Alors qu'est-ce que c'est qu'une opposition qui s'abstient au moment où on vote la confiance? Et puis alors les socialistes, si vous aviez vu ça, c'est même plus l'ombre d'eux-mêmes. Le président du groupe fait un discours dont la figure rhétorique, vous savez, la façon d'organiser le discours, c'était « vous voulez faire ceci, nous aussi ». Mais blablabla. Vous voulez faire ceci, nous aussi. Donc, le refrain du PS, c'était le gouvernement veut faire quelque chose, nous aussi. Et pareil, ils s'abstiennent. Il reste 5 pour voter contre avec nous et les communistes. Voilà. C'est du jamais vu. Où est l'opposition là-dedans? Et le Front National qui a voté contre aussi. Oui. Et les 8 députés du Front National. Mais puisque vous me parliez d'opposants, je vous explique pourquoi alors, j'ai vu, nous apparaissons aussi fortement. J'ai vu Édouard Philippe qui s'était un peu moqué de vous en disant « je vois des matheux ». Vous avez vu ça? Ça vous a fait sourire, non? Ça vous a fait sourire. Bon, soyons sérieux. Investissement, baisse des charges, réduction de la dette et assouplissement du Code du travail, c'est un discours de droite prononcé par Édouard Philippe hier. Je crois que oui, parce que il est dans une continuité politique qui, jusqu'à présent, est celle de la droite européenne et de la droite française, inclus François Hollande. C'est la même organisation, c'est-à-dire une politique de l'offre, faire baisser les prix des marchandises, quelles qu'elles soient, et quel que soit le mode de production de ces marchandises, diminuer la présence de l'État dans l'économie, dans la fonction publique, réduire le périmètre de l'État. Voilà, en gros, c'est ça. Plus espérer que ça redémarre sur le modèle allemand. C'est-à-dire, on va totalement supprimer les protections ouvrières des salariés, les acquis sociaux, et puis, quand il y aura une petite vague de reprise, hop, il y aura de l'embauche, et à ce moment-là, disparaîtront du paysage les chômeurs. C'est ce qui se passe en Allemagne, où tout le monde fait des gargarismes, il n'y a que 4% de chômeurs, oui, mais il y a 13 millions de pauvres, et vous avez des salariés à 1 euro de l'heure. Bien, donc coup d'État, vous avez dit hier, coup d'État social et coup d'État démocratique. Mais je voudrais parler du coup d'État social. Oui. Ce sont deux choses bien différentes. Coup d'État démocratique, c'est pas tout à fait ce que je dis. Je parle de coup de force, parce que coup de force, pas exagérer. Coup de force dictateur démocratique. tout de même, oui. C'est pas un dictateur. Non, attendez, on est encore heureux, mais le chemin qui est pris, c'est celui du coup de force. Et je veux en souligner la gravité. Parce que vous me parlez du coup de force, j'ai parlé de coup d'État social. Ça, oui, je le maintiens. Oui. Il faut bien que vous compreniez, le code du travail, c'est pas le code de la route. C'est 100 ans de lutte sociale et de compromis sociaux. C'est mai 1936, mai 1968, le Conseil national de la résistance, tout l'acquis de 1981 ou de ce qu'il en reste aujourd'hui. Tout ça, tout est modifié. C'est un bouquin qui est comme ça. Tout ça est modifié sans que nous puissions toucher, nous, parlementaires, qui sommes la représentation du peuple, une ligne, un adjectif. Comment? On ne peut pas. Comment? Parce que l'ordonnance, voilà, je vais vous expliquer comment ça se passe. Une ordonnance, vous autorisez le gouvernement, ça c'est la constitution monarchique et dorénavant pharaonique de la Ve République, vous autorisez le gouvernement... De Gaulle a utilisé 800 ordonnances, hein, vous savez. Oui, mais on était contre. Donc, non, mais d'accord. Oui, vous étiez contre à l'époque. Je vous explique le mécanisme. Oui, non, mais d'accord. Alors allez-y, je vous explique le mécanisme. Vous recevez un papier... Il n'y a pas force de loi, hein, l'ordonnance. Non, attendez, vous allez voir. Premier temps, le texte arrive. Il y a... vous autorisez le gouvernement à prendre des dispositions sur une série de sujets. Là, il y en a 7. Bon. Alors, vous êtes pour, vous êtes contre. Nous, on va déposer des amendements de suppression tout le long. Combien? Bien. Il y en a 132 au total. 132. Ces amendements sont déposés? Oui. Mais alors là, maintenant, ça va d'abord à la commission des affaires sociales. Bon. Où sont... Donc vous avez pu travailler quand même.
Ah oui, mais attendez, on va faire une chose après l'autre. D'abord, je vous parle du mécanisme d'ordonnance, après je vais vous parler des conditions dans lesquelles on travaille, parce que ça va vous plaire. Bon, alors, donc vous faites ça. Donc à ce moment-là, vous autorisez le gouvernement à proposer sur ci, ça. Mais vous dites pas, il n'y a pas les détails dedans. Et vous pouvez pas changer. Vous savez que tout est dans le détail. Par exemple, le délai de prévenance, vous savez ce que c'est? Ça veut dire, quel est le délai que je me donne pour vous dire si je change votre emploi du temps la semaine prochaine? Bon, vous pouvez dire, on s'en fout, c'est du détail. Non, on s'en fout pas. C'est la vie de tous les jours. Donc, soit le travailleur est à libre disposition de l'employeur et le gars a un délai de plus en plus court, hein, soit, il est respecté, le délai est plus long. Bon, c'est pour vous donner un exemple concret, pratique de tout ce que contient le Code du travail et qui est vital dans la vie des gens. Oui. Deuxième temps, si le texte est adopté, le gouvernement transforme tout ça, en quelque sorte, en loi. Oui. Bon, et ça, c'est deuxième tour, on vote. Oui. Même si on ne vote pas, ça s'applique quand même sous forme réglementaire. Oui. Bon, donc, comprenez-moi bien, je vais résumer. Il y a un vote quand même. Oui, encore heureux. Oui. C'est quand même une république, en principe, d'accord? Oui. Il va bien qu'il y ait un vote. Bon. Mais moi, je vais vous dire, voilà ce qu'on va faire. On va voter là, tous les deux, et vous allez me dire, monsieur Mélenchon, monsieur Mélenchon, je dis, écoutez, Bourdin, ça suffit comme ça, maintenant, je vais décider ce que je fais de votre paye. Et vous dites, bon, d'accord, parce que vous vous rendez compte qu'il y a un problème. Donc, on ne rentre pas dans les détails, on parle de rien. Vous comprenez, c'est ça qu'on est en train de faire. C'est un coup de force. C'est un coup de force inouï, parce que la masse du Code du travail, Monsieur Bourdin, il faut se rendre compte, je vais employer les mots de l'ancien temps, c'est un concentré de l'histoire de la lutte de classe dans notre pays. Ce sont des millions de compromis faits entre patronat et syndicats. Et j'ajoute une chose, quand le gouvernement dit nous allons consulter les syndicats, fort bien, les syndicats, c'est une partie de la représentation de la nation. Les travailleurs dans l'entreprise, ils sont obligés de tenir compte du rapport de force. Ils savent bien qu'ils n'ont pas un rapport de force formidable. Écoutez-moi, donc ils peuvent signer ce qu'ils veulent. Je le comprends, je le respecte, je ne m'en mêle pas. Mais moi, je représente la tierce partie. C'est-à-dire ni le patronat, ni le salariat. La société tout entière. Vous, Monsieur Bourdin, comme moi, nous sommes intéressés à savoir comment vont être traités les salariés dans l'entreprise. Quand il y a 565 morts par an sur le poste de travail, qu'il y a 1200 personnes qui meurent de maladies professionnelles, ça m'intéresse de savoir pourquoi il faut absolument supprimer les comités d'hygiène et de sécurité et environnementaux. Pourquoi on fait ça? Il faut les regrouper, quoi. C'est supprimer, non. Voyons. Dans l'entreprise. Voilà, c'est ça, on regroupe tous dans un sac et puis on se coud. Non. Si on a créé ça, c'est parce qu'il y avait une raison de le créer. Coup d'état social, donc. Dites-vous, le 12 juillet, vous êtes dans la rue. Oui. Alors, merci. La semaine prochaine. Mes amis m'en auraient voulu. Oui, mais c'est pour ça que je vous le rappelle. Nous, si vous voulez, ce que nous essayons de faire... Je suis pas membre de la France Insoumise, que les choses soient claires. Ça, c'est bien clair. D'accord. Bon, mais le 12 juillet, vous êtes dans la rue. On en discuterait, si vous voulez être membre de la France Insoumise. Non, pas du tout. Mais il vous accepterait pas, c'est pas votre truc. Non, c'est pas mon truc. Je le sais bien. 12 juillet dans la rue. Oui. Écoutez, nous essayons de bâtir une opposition qui soit une sorte de mouvement entre la tribune, l'Assemblée, son travail et ses règlements qu'il faut respecter, et puis la mobilisation populaire. C'est pourquoi la plupart d'entre nous allons organiser des permanences pour expliquer la politique, et nous nous réunissons dans la rue sur cette affaire de Code du travail. On me dit ça sert à rien. Mais les batailles qu'on perd, c'est celles qu'on mène pas. Celles-là, on est sûr de pas les gagner. Et puis, il y va, c'est notre honneur, c'est notre raison d'être. Nous sommes la continuité. C'est-à-dire, vous allez manifester le 12 juillet. Oui. La CGT aussi, j'ai vu. Non. La CGT, non. Nous avons déjà fait un premier rassemblement. Le premier jour, donc, le 12 juillet, à quel endroit vous allez manifester? Nous allons être à la place de la République, parce que c'est le lieu de Paris, d'ailleurs très pratique, pour faire un rassemblement. Mais, j'insiste, je demande à mes amis partout dans le pays d'organiser des rassemblements le 12 juillet, de le proposer aux autres, parce que pas qu'on donne l'impression... C'est le début du combat dans la rue? C'est dans contre, la rue. Si. Oui. Non, mais contre ce coup d'état social. Coller le premier cajot qui brûle. Non, mais pas du tout. Mais je connais la manœuvre. Non, mais attendez. Vous avez raison de dire, Monsieur Bourdin, cependant, sans m'arrêter au mot. Oui, c'est vrai. Nous souhaitons une bataille populaire et nous prenons notre part. Les syndicats ont la leur. Oui. Ils décideront ce qu'ils veulent et comme ils veulent. La CGT a appelé, je crois, le 12 septembre. C'est l'affaire. Nous verrons tout ça. Mais nous avons une autre responsabilité. C'est d'appeler la société. Dans la société, il y a les quartiers populaires à qui on ne demande jamais rien et à qui nous on demande de venir se montrer cette fois-là. Et puis la jeunesse, parce une forme de soulèvement populaire, quoi, en quelque sorte. Bon, si je dis soulèvement, j'en prends pour 8 jours. Donc on va dire de mobilisation populaire. Pourquoi ne pas dire les mots?
parce que ce n'est pas dans mes moyens. Ils traduisent votre pensée. Je comprends, mais mon idée est celle d'une mobilisation. Un soulèvement voudrait dire que je lui donne un objectif de conquête du pouvoir, et c'est pas mon intention à cette étape. À cette étape, que nous faisons, c'est de défendre l'acquis, les acquis sociaux des travailleurs et le code du travail. Voilà ce que nous Jean-Luc Mélenchon, donc, on a bien compris, vous êtes l'opposition ferme, résolue, au pouvoir d'Emmanuel Macron. Alors parfois, c'est vrai que vous étiez un peu dans la posture avec cette histoire de cravate et tout. D'ailleurs, j'ai vu, je sais pas si vous avez lu ce que dit Benoît Hamon, les coups d'éclat de Jaurès n'étaient pas vestimentaires. Vous avez vu ce qu'il a dit? C'est un tort, il se trompe totalement sur l'histoire. Bon. Parce que, de tout temps, le tiers-état, s'est opposé aux habits qu'on voulait lui faire porter. Je vous l'apprends. Quand la première fois qu'on a réuni les États généraux, ils avaient décidé que le tiers-état porterait une tenue noire avec un chapeau tricorne noir. Et la première chose qu'ont fait les types, c'est de dire, bah, écoutez, pourquoi c'est vous qui décidez comment on doit s'habiller? Attendez, c'est pas fini. On a parlé de Jaurès. Le premier député socialiste, maire de Commentry, qui a été élu à l'Assemblée nationale, est arrivé en blouse, monsieur, avec sa cravate, mais une blouse. Et on lui a dit, eh bien, vous n'avez pas entré ici en blouse. Et cet homme a défendu son cas. Pour finir, il a enlevé sa blouse. Et Jean Jaurès a écrit une brochure qui s'appelle « Le député à la blouse ». Ce qui veut dire que Jaurès, comme nous, savait qu'un code vestimentaire, c'est toujours une manière d'intimer un comportement aux autres. Et vous savez, quelque chose m'a frappé quand on a eu cette discussion dans le groupe, qui était une discussion assez détendue. Ce sont les femmes membres de notre groupe qui étaient les plus hostiles au code vestimentaire. Pourquoi? Parce que les femmes savent mieux que les hommes qu'un code vestimentaire, c'est toujours plus qu'un code qui concerne les vêtements. C'est un code qui concerne la relation aux autres et la liberté de cette relation. C'est pourquoi, Monsieur Bourdin, nous ne portons pas la cravate, mais je la porte quand j'ai envie de la porter, et je ne la porte pas quand j'ai pas envie de la porter, et je suis toujours décent, et j'interdis à qui que ce soit de me dire comment je dois me comporter. Sur la photo officielle, si j'ai bien compris. Si, vous la portez sur la photo officielle, pardon. Bon, peu importe cette histoire de cravate. Non, mais peu importe, je suis bien... Ce n'est pas une bataille centrale. Non, mais attendez, Monsieur Bourdin, elle a eu lieu. Oui, elle a eu lieu. Alors, j'ai vu qu'Emmanuel Macron vous a coûté... Je vais vous en raconter une qui va vous plaire. Oui, non, mais très vite, parce qu'il est 48, Quand il y avait une affaire de tenue, une femme un jour est arrivée à l'Assemblée en pantalon. On lui a dit non, ça c'est pas possible. Et elle a répondu la chose la plus fantastique qu'il y avait à répondre. Elle a dit bon d'accord, je l'enlève. Et à partir de là, ça a été terminé, on l'a plus jamais cherché. Des poux dans la tête aux femmes à propos de leur pantalon à l'Assemblée nationale. Je vais pas vous parler de Sieyès et Mirabeau, parce que j'ai vu qu'Emmanuel Macron faisait cette allusion à votre sectarisme, arrogance. Vous seriez doctrinaire. Enfin, mais non, c'est des mots qui sont utilisés par la droite en général pour parler des gens comme moi. Mais Sieyès et Mirabeau, siéger, c'est une bêtise de prendre un exemple pareil, convoqué par le roi. Bon, alors moi j'ai dit, bah écoutez, je suis fidèle à Sieyès, que le tiers-état soit à l'Assemblée nationale. Je suis fidèle à Mirabeau, nous sommes ici par la volonté du peuple, et des petits riens, vous savez ceux qui se croisent dans les gares, et les petits riens sont petits riens aujourd'hui, et seront tout demain, voilà, bon. Écoutez, c'est quand même un plaisir en France de polémiquer en prenant comme point d'appui l'histoire. Je suis assez d'accord. Alors, la 6ème République, dites-moi, vous devez être d'accord, est-ce que vous allez voter ces mesures institutionnelles annoncées par Emmanuel Macron? C'est quand même intéressant pour vous, non? Bon, on va d'abord, allez-y. Suppression d'un tiers des députés et sénateurs. Pourquoi une dose de proportionnel. Une dose de proportionnel. C'est intéressant pour vous, non? J'ai plus de cumul des mandats dans le temps. Non? Une décentralisation, le droit de pétition annoncé par Emmanuel Macron. Magnifique. Mais vous allez voter ça? Non, bien sûr que non. Mais pourquoi? Je vais vous expliquer. La 6ème République, c'est pas de mettre des petits bouts comme ça de... C'est un début de 6ème République, non? Non. Ah bon, d'accord. Non. C'est renforcer continuellement le caractère autoritaire de celle-ci. Expliquez-moi voir, Monsieur Bourdin, pourquoi la démocratie va aller mieux quand il y aura moins de députés. J'ai pris un exemple, j'ai dit, qu'est-ce qu'il y a? Vous trouvez que c'est trop, 2 députés pour l'Ariège? Il y en avait 5 sous l'Ancien Régime. Qu'est-ce que c'est que cette histoire? Qu'est-ce que c'est que cette histoire? Nous ne sommes plus sous l'Ancien Régime. C'est ça, donc on n'a plus besoin de députés, on a Macron, donc ça suffit. Il a qu'à tout faire. C'est un despote, Macron. C'est un despote à vos yeux? Il est sur une pente
où il est en train de se griser de sa toute-puissance. Et puisqu'il se compare à Jupiter, je lui rappelle le vieil adage latin et romain, Jupiter rend fou ce qu'il veut perdre. C'est de la folie de procéder. Ce qu'ils sont en train de faire, c'est comme s'ils tiraient un feu d'artifice sur une poudrière. D'accord? Ils pensent qu'il va régler tous les problèmes en passant en force. Ils se trompent. Mais laissez-moi vous dire que la 6e République à laquelle j'aspire, elle passe par une constituante. C'est le peuple qui décide. C'est pas 3 personnes dans un bureau. J'ajoute une autre chose. S'il voulait vraiment organiser un contrôle populaire sur les élus, ce que je souhaite, il organiserait la possibilité du référendum révocatoire qui permet au peuple, lorsqu'il estime que c'est nécessaire, de révoquer les élus. Mais voilà. Donc, Monsieur Bourdin, quand même, j'en appelle à votre culture politique. Expliquez-moi voir pourquoi supprimer des députés améliore la démocratie. Est-ce que vous n'avez pas entendu le président de la République dire devant le Parlement... je renverse la question. Attendez. Est-ce qu'avec de nombreux députés, on améliore la démocratie? Absolument. Absolument. Ah bon? Avec 36 000 communes, on améliore la démocratie. C'est ce qu'on a vu depuis des années? Est-ce que la démocratie s'est améliorée en France? Vous croyez que ça tient au nombre de députés ou aux institutions? C'est ce que vous dites. Eh bien moi, j'ai la réponse. Chaque fois que vous m'invitez, je vous en parle, je vous dis, il faut passer à une 6e République, parce que vous pouvez mettre autant de députés, ou en enlever autant que vous voulez, ça reste toujours une monarchie présidentielle. Monsieur Bourdin, allons. Allons, Monsieur Bourdin. Jean-Luc Mélenchon, j'ai 2-3 questions encore, parce que le temps passe malheureusement pour être là. On peut durer un peu si vous voulez. Non, il faut que j'aille... On peut pas. Non, je vais aux Invalides. On peut pas. Oui, vous allez rendre hommage à Simone Veil. C'est pour ça que j'ai mis le costume et la cravate. Et la cravate, oui. Le drapeau européen dans l'hémicycle vous choque? Vous l'avez dit? Oui, parce que vous vous souvenez peut-être, Monsieur Bourdin, que le président Sarkozy prétendait que, comme c'était ça qui nous gênait, il le retirait du texte qui a été adopté pour le traité de Lisbonne. N'est-ce pas? Ça est l'hymne. Alors, par conséquent, si on l'a retiré, la présence de ce drapeau est symbolique et renvoie à une option politique. L'adhésion à cette forme de l'Union européenne, symbolisée par ce drapeau, à quoi je n'adhère pas. Donc j'ai le droit de dire que je ne suis pas d'accord pour qu'il soit présent partout. Ici, c'est la République française. Trump, le 14 juillet, ça vous choque aussi, sur les Champs-Élysées? Vous ne comprenez pas? Pourtant, c'est le président des États-Unis, non, Jean-Luc Mélenchon? Oui, il y a aussi le roi du Maroc qu'on pourrait inviter. On pourrait inviter il y a une commémoration, l'entrée en guerre des États-Unis lors de la Première Guerre mondiale. Ils ont pris du temps pour entrer en guerre. Oui, non, mais d'accord, mais ils sont entrés en guerre. Oui, bravo, très bien. Bon, très bien, on commémore. Non, mais attendez. À quoi ça vous choque, Donald Trump, pas pareil? Ça me choque. On me demande mon avis, je l'ai donné. D'accord. Je suis pas le choqué permanent. Bon, on invite Monsieur Trump. Monsieur Trump est un personnage. Vous n'êtes pas dans la colère permanente, non? Ah bon, pas du tout. Non, mais je sais, c'est la critique habituelle qu'on fait aux méridionaux. Alors maintenant que me voilà Marseillais, on va me la refaire tout le temps. Je parle avec les mains, je parle fort, et on a l'impression que... Mais j'ai un cerveau, j'ai écrit 15 livres, je suis un intellectuel. Les 3/4 des gens qui m'attaquent, souvent je me demande ce qu'ils savent. Hein. Et vous rêvez d'écrire un billet tous les matins dans la Marseillaise? Non, mais terminons. Oui, terminé. Monsieur Trump est un président des États-Unis d'un genre tout à fait spécial. C'est un des plus agressifs, un des plus violents qu'il y a eu depuis longtemps et un des plus irresponsables. Je ne vois pas quel est l'intérêt d'inviter cet homme à voir défiler les troupes françaises le 14 juillet. C'est un signal d'inféodation à l'OTAN que je n'approuve pas. C'est un encouragement donné à cet homme parce que, Monsieur Bourdin, nous ne sommes pas seuls au monde. En ce moment, il y a un débat aux États-Unis. La gauche des États-Unis est en train de se battre bec et ongle pour arriver à défendre la sécurité, le peu de sécurité sociale qu'ils ont là-bas. Et c'est le moment que nous on choisit pour lui redonner une stature internationale et on va montrer M. Trump en train de regarder les troupes françaises qui défilent dans un grand pays qu'est la France. C'est un coup de poignard dans le dos des démocrates américains qu'on est en train de faire là. Et puis c'est une démonstration absurde. On n'a pas à célébrer un type qui est assez irresponsable et stupide alors qu'il est le chef de la première puissance du monde pour être climato-sceptique, c'est-à-dire pour ne pas croire que le climat est en train de changer. Monsieur Bourdin, il faut quand même atterrir de temps à autre. Il faut partir des faits. Puisqu'on parle d'international, j'ai une dernière question. Est-ce que vous soutenez la procureure générale au Venezuela, Luisa Ortega, dans son combat? Mais qu'est-ce qu'elle fait? Excusez-moi. Elle s'oppose au pouvoir de Nicolas Maduro. Elle a le droit de s'opposer au pouvoir. Si vous la soutenez? C'est une chaviste digne. Oui, sans doute. Attendez, je ne sais pas. Je viens de passer ma semaine à autre chose, donc je ne sais pas. Hein. Mais tout ça, je suis toujours pour la paix et la démocratie. Voilà, je peux vous résumer mon propos. Par contre, je tiens à dire que j'ai été très intéressé et assez favorablement par l'évolution de la prise de position de la présidence de la République française en ce qui concerne la relation avec la Russie comme partenaire et l'identification des moyens de régler la crise en Syrie. Je le suis d'autant plus que c'est ma position et que c'est celle de l'ONU. Donc là, vous approuvez le président de la République? Je l'approuve parfaitement, parce qu'il aura fallu plus d'1 an et demi
pour qu'on arrive à cette conclusion que mon point de vue et celui de l'ONU était le seul tenable. Or, jusqu'à présent, j'ai été traité de tous les noms. Et j'observe que les mêmes qui faisaient des sauts périlleux sur les plateaux de télévision, chaque fois qu'on évoquait ma position, tout d'un coup, sont devenus comme des petits moutons bêlants en cadence. La gloire du chef. Merci Jean-Luc Mélenchon d'être venu nous voir ce matin. 8h56, vous êtes sur RMC et BFM TV. Et vous restez avec nous sur BFM TV pour l'hommage national à Simone Veil, cérémonie aux Invalides à 10h30. On suivra ça bien sûr en direct. Le Premier ministre, le Président de la République prononcera l'éloge funèbre. C'est aussi, on le verra, l'hommage des Français. La cérémonie est ouverte à tous.